Chine-Pakistan et Inde-Iran, des rivalités favorisant une paix globale ou augmentant les risques d'affrontement à terme. C'est la question que nous allons nous poser dans les rendez-vous de la géopolitique. Nous sommes coutumiers de traiter d'États, leur histoire, leur géographie, leur rapport stratégique aux autres pays de leur région. Nous avons déjà fait des approches comparatistes entre différentes puissances, leurs forces, leurs faiblesses, leurs rivalités. Nous sommes intéressés aussi à des organisations internationales regroupant un certain nombre d'États, mais jamais nous avions associé 4 puissances entre elles. Donc 2 binômes, 2 tandems, avec des rivalités et bien sûr des logiques et des intérêts spécifiques pour chaque État. C'est ce maillage complexe que nous allons chercher à démêler avec Fabrice Ravel aujourd'hui. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, dans les 4 pays, il y en a 2 qui nous viennent plus spontanément à l'esprit. C'est bien sûr l'Inde et le Pakistan, on connaît leur rivalité. Mais peut-être que ce sera intéressant de comprendre quels sont les rapports entre ces différentes puissances, parce que les logiques nous échappent grandement. Oui, alors c'est vrai que la première chose qu'il faut pour entériner le fait que la thématique est très très importante en géopolitique contemporaine, c'est effectivement peut-être de valider le fait qu'il est opportun de mettre en place une telle démarche. Alors on va déjà commencer par l'Inde, le Pakistan, c'est évidemment peut-être, comme vous nous invitez à le faire, l'aspect le plus évident, parce que je dirais même que c'est l'axe central ou le noyau autour duquel on va se rendre compte qu'ensuite se construisent un certain nombre de relations et de potentiel d'évolution de relations. Alors, sur l'Inde et le Pakistan, il y a 3 aspects qui me semblent importants à retenir pour nos auditeurs. Le premier, c'est l'importance des conflits tels que ces 2 pays les ont eus depuis l'indépendance en 1947. J'invite d'ailleurs celles et ceux qui le souhaiteraient à aller plus spécifiquement sur une séance précédente qu'on avait dédiée justement sur l'Inde et le Pakistan, et durant laquelle on avait bien précisé que donc il y avait 4 conflits. Il y avait un premier conflit en 47-48 qu'on appelle la première guerre du Cachemire. Ensuite, il y a un deuxième conflit qui a eu lieu dans les années 60, suite au fait que le Pakistan était mécontent de l'évolution, et je rentre là pas trop dans les détails, puisque, encore une fois, on l'a vu dans la séance précédente, il y a en fait une perception sur la légitimité que l'Inde ou que le Pakistan devrait avoir sur la Cachemire, qui est totalement opposée. Donc, ils avaient envoyé un certain nombre de troupes, ce à quoi l'Inde a réagi de façon militaire très très forte. Puis ensuite, il y a eu un 3e conflit en décembre 71 qui a eu des conséquences très importantes, puisque à l'époque, il y avait un Pakistan oriental qui s'appelle depuis 71 le Bangladesh. Donc en fait, on a une césure politique. Puis il y a eu même un 4e affrontement en 99, la guerre de Kargil, qui a duré plusieurs mois. Donc on voit bien que là, il y a eu des affrontements qui ont été très très importants. Donc ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point dont on voit bien que le premier le met spontanément en exergue d'ailleurs, c'est que la crispation se fait en particulier ou se structure en particulier sur la région du Cachemire. Et là, j'invite celles et ceux qui le souhaiteraient à aller voir la séance. On avait aussi dédié une séance en particulier sur les conflits du Cachemire pour bien en comprendre l'ensemble des logiques, et elles sont relativement complexes. Puis il y a un 3e point, me semble-t-il, sur lequel il n'est pas inintéressant que de revenir, c'est que là, on pourrait s'imaginer, eu égard à la déclinaison telle que je suis en train de faire, que bon, d'accord, il y a une rivalité entre l'Inde et le Pakistan, mais elle est surtout liée au passé, avec les dates telles qu'on les a entendues, alors que si on se rappelle bien, au printemps 2025, il y a justement eu un affrontement militaire suite d'abord à un attentat qui a justement eu lieu au Cachemire, ce qui a amené ou provoqué, du point de vue indien, la nécessité que de faire des opérations aériennes, et qui ont eu des contre-réactions, des contre-mesures de la part du Pakistan. Et il y a un cessez-le-feu qui s'est mis en place à partir du 10 mai 2025. Donc là, on voit bien qu'on a 2 pays qui cristallisent par leur tension réciproque un certain nombre de logiques telles qu'elles vont immanquablement se mettre en place dans la région. Alors on voit bien que cette opposition ou cette rivalité est structurante, mais on a 2 autres puissances, c'est-à-dire la Chine et l'Iran, qui vont venir se greffer, si j'ose dire, à cette rivalité-là, avec des intérêts spécifiques. Pour la Chine, c'est peut-être plus attendu dans le sens où c'est une grande puissance régionale et mondiale. L'Iran, c'est peut-être plus inattendu. C'est totalement juste, et c'est plus inattendu à la fois dans le fait que l'Iran soit acteur, mais on va voir que d'ailleurs, en s'efforçant de regarder la région sous cette perspective, on risque de découvrir des événements qui sont moins connus
et qui vont expliquer on va y venir à des jeux de balancier ou des jeux d'évolution qui peuvent être assez étonnants si on n'y prête pas garde. Alors la Chine, vous avez raison de souligner que comme c'est une grande puissance attendue en géopolitique à l'heure actuelle, on voit bien que de par leur positionnement dans la région, ils vont forcément jeter un regard particulier dans le contexte tel qu'on est en train de le décrire. Alors, ce qui est intéressant à souligner, c'est que, a priori, je dis bien a priori, il y a une hostilité assez importante entre l'Inde et la Chine. Cette hostilité, d'abord, va se concrétiser à travers des affrontements en 1962. Pour dire clairement les choses, il y a un désaccord profond sur la délimitation des frontières. Il y a des grands conflits qui sont importants autour de l'Himalaya. Donc, il y a eu des affrontements armés très importants. Et ensuite, il y a eu des escarmouches répétées, notamment jusqu'en 2020, entre des troupes chinoises et des troupes indiennes. Donc là, on a aussi une crispation qui sont dues à la frontière, ce qui me permet de souligner un point qui me semble pas assez pris en considération dans la géopolitique moderne, c'est que finalement, quand on se met à la place de l'Inde, oui, on est la population du monde aujourd'hui la plus importante, bon, et on est une vraie puissance démographique, économique et même militaire. Ça, c'est des choses qu'on avait vues aussi sur une séance consacrée à l'Inde. Mais en fait, on est en situation d'encerclement stratégique, puisqu'on se retrouve avec la Chine plutôt au nord-est, avec laquelle on a eu des affrontements, et avec le Pakistan sur la façade occidentale, avec laquelle on a carrément eu 4 guerres. Donc on voit bien que forcément dans l'esprit indien, il y a à juste titre une crainte d'être pris en étau. Et là, on se retrouve dans une perspective géopolitique assez classique du risque de la guerre sur 2 fronts. Et pour rappel, c'est vraiment ce qui a été l'omnibulation de l'état-major allemand due à la guerre de 14-18. Donc ça, c'est quelque chose de très très important pour comprendre les logiques dans la région, indépendamment du fait qu'on voit bien que l'Inde et la Chine peuvent se targuer tous les deux, de par leur assise en termes de superficie, en termes de démographie et en termes de moyens, que d'avoir la légitimité, que d'être la puissance référente dans la région. Donc ça, c'est évident. Alors, évidemment, ça va amener un 4e acteur qu'est l'Iran, parce qu'on voit bien que dans ce contexte-là, justement, l'Inde va être à la recherche d'un partenaire pour ne pas rester isolée. Et là où ça va être assez intéressant, c'est qu'on pourrait dire, a priori, mais on va y venir, les rapports spontanés entre l'Inde et l'Iran ne sont pas évidents. Sauf que, ce qui peut ne pas être inintéressant à mettre en avant maintenant, et c'est passé, de façon relativement discrète pour les médias occidentaux, c'est que, figurez-vous, Olivier, qu'il y a eu un affrontement entre le Pakistan et l'Iran, il n'y a pas très longtemps, puisque c'était le 16 janvier 2024. Et que le 16 janvier 2024, l'Iran s'est mis à tirer des drones et des missiles balistiques, alors sur un groupe d'insurrection baloutche. Alors là maintenant, il faut expliquer, et là on voit qu'on est en train de rentrer dans les détails, et qu'on est en train de deviner que s'esquisse une multitude de logiques qui vont interférer les unes avec les autres, parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que l'Iran est en train de tirer des missiles sur un groupe d'insurrection? Parce qu'en fait, il y a la 2e plus grande province d'Iran, c'est le Sistan-Balouchistan, et que donc il y a un groupe insurrectionnel qui veut s'émanciper de la tutelle politique de Téhéran et qui va se réfugier sur le territoire pakistanais pour mener ensuite des offensives. Il y avait eu un attentat dans une ville iranienne en décembre 2023 et qu'ensuite ils vont se réfugier dans le Pakistan. Alors ça avait provoqué un vrai état de tension, avec d'ailleurs des diplomates et des ambassadeurs qui étaient retenus de part et d'autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, le Pakistan avait riposté par lui-même tirer des drones et des missiles sur le territoire iranien. Alors là, je trouve que c'est un exemple qui est très très important dans le cadre de nos thématiques d'une part, mais qui est très révélateur du fonctionnement de la géopolitique d'autre part, parce qu'il y a 2 ou 3 grilles de lecture qui s'imposent. La première grille de lecture qui s'impose, c'est que là, on est en train de se dire, bon, effectivement, il y a une hostilité larvée entre le Pakistan et l'Iran, d'autant plus qu'on fera remarquer qu'elle peut s'ancrer sur une histoire multimillénaire d'affrontements et sur des différences confessionnelles et civilisationnelles, sunnites, chiites. Donc on voit bien qu'en plus, il y a plusieurs éléments qui peuvent alimenter cette division. Donc on se dit, tiens, ça pourrait être un allié de l'Inde. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on pourrait aussi faire remarquer que sous couvert de tirer l'un sur l'autre, en fait, l'Iran, comme le Pakistan, ils tirent sur les baloutches. Donc en fait,
j'ai presque envie de dire, ils peuvent donner l'impression de s'opposer, mais en fait, en tirant sur leur territoire réciproque, ils tirent surtout sur une insurrection baloutche qui, elle, quand elle fait des attentats au Pakistan, se réfugie en Iran, et que quand elle fait des attentats en Iran, se réfugie au Pakistan. Donc ça donne déjà une grille de lecture qui est beaucoup plus ambiguë ou ambivalente, si vous me le permettez. D'autant plus que, information supplémentaire, on aura la surprise de remarquer que la marine pakistanaise et la marine indienne font des manœuvres conjointes exactement au moment des faits. Donc on va dire, tiens, ils se tirent des missiles dessus, mais en même temps, ils font des opérations militaires. Et puis ce qui n'est pas inintéressant, c'est la réaction des autres puissances dans ce contexte-là. Parce que la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Chine a dit à ce moment-là, nous appelons les deux pays à retrouver les voies de la diplomatie. Bon, ça, c'est quelque chose de relativement convenu. Mais ce qui était intéressant, c'était surtout, il disait, la Chine considère que ces deux pays sont très proches. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'évidemment, on dit oh, proche géographiquement. On dit bah, l'Iran, pas tant que ça, mais on comprend bien que le sous-entendu, c'est très proche politiquement en tant qu'allié. De même que l'Inde, le ministère des Affaires étrangères avait dit nous considérons que l'Inde doit rester totalement neutre dans ce contexte. Alors, on pourrait avoir une grille de lecture qui consisterait à dire ils ne veulent pas intervenir, mais ils ne veulent pas intervenir pour surtout, en réalité, ne pas menacer leur risque d'alliance avec l'Iran. D'ailleurs, si on regarde bien d'un point de vue diplomatique, mais peut-être presque plus d'un point de vue psychologique, voire psychanalytique, ça prouve bien qu'il y a un vrai danger d'affrontement entre le Pakistan et l'Iran, parce que sinon, ni les Chinois ni les Indiens n'auraient besoin de faire des communiqués pour insister sur le fait, d'une part, que ces pays sont proches, ou d'autre part, qu'on reste neutre. Ce qui laisse à penser que c'est plutôt le contraire qui est dans la région. Voilà, Olivier, un certain nombre d'éléments qui me paraissaient indispensables à remettre en perspective et qui montrent bien qu'effectivement, il y a là un quatuor de pays qui sont dans des relations dont on voit bien qu'elles risquent d'être assez complexes en réalité. On voit toute l'ambiguïté, l'ambivalence des rapports. Maintenant, peut-être qu'il serait intéressant d'un point de vue géopolitique de caractériser ces relations entre les pays. Je pense qu'il y a 5 caractéristiques qu'on peut dresser sur les relations entre ces 4 pays. Et on va se rendre compte qu'à l'énoncé de ces 5 caractéristiques, on va éprouver la nécessité que d'aller plus loin pour les expliquer. D'abord, ce qu'on pourrait faire remarquer, c'est que finalement, c'est des relations assez classiques. Ce qui laisserait à penser qu'on revient là à des fondamentaux des relations internationales de la géopolitique. Deuxièmement, ce qu'on pourrait faire remarquer aussi, c'est qu'elles sont relativement informelles et que finalement, il y a peu de traités ou d'organisations concrètes qui enserrent ces liens. Ce qui va à la fois cause-conséquence nous amener sur une troisième caractéristique et la quatrième caractéristique, c'est que d'une part, elles sont mouvantes, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des possibilités d'évolution qui sont assez importantes, puis qu'elles sont polymorphes. Ça peut sembler assez proche, mais le terme de polymorphe a plutôt la vocation de dire que non seulement elles peuvent changer, mais qu'en plus elles peuvent être différentes selon les sujets qui sont concernés dans un temps identique. Donc là, ça laisse à penser que ça va construire un enchevêtrement de relations qui va être assez complexe. Et donc évidemment, on arrive sur un cinquième terme, une cinquième caractéristique, selon la façon dont on va la définir, qui est d'ailleurs pratiquement la résultante des 4 premières, c'est que finalement, on va avoir sur un état de relation qui va être très volatile, ce qui, en termes de conclusion, nous amènera un certain nombre de perspectives. Compte tenu de la complexité des relations que vous avez esquissées, on est étonné de voir le terme de classique apparaître en géopolitique. En quoi ces relations sont classiques? Mais parce qu'en fait, la première chose qui pourrait étonner, c'est que ça soit dans le camp, dans une situation de pays que ça rapproche, ou dans une situation de pays que ça éloigne, le constat qu'on est en train de faire, c'est qu'il n'y a aucun socle commun, ni en termes d'idéologie, ni en termes de positionnement politique, ni en termes de civilisation qui pourrait justifier le fait que ces pays se rapprochent ou que ces pays s'opposent. Et ça, c'est un élément qui me semble fondamental à rappeler, parce que trop souvent, on a une grille de lecture justement qui se perd, à mon sens, en géopolitique, en cherchant à voir absolument quelles sont les communautés de pensée ou d'adhésion pour voir quelles seraient les alliances qui peuvent se former ou se fonder. On ne rappellera jamais assez que le fondement essentiel en géopolitique, c'est une communauté d'intérêts. Ça, c'est une chose sur laquelle on avait particulièrement insisté dans l'une de nos toutes premières séances des rendez-vous géopolitiques, il y a pratiquement 9 à 10 ans, qui étaient les alliances et les traités en géopolitique.
Et en fait, c'est les intérêts communs. Et ça change totalement les perspectives. Et si on veut s'en convaincre davantage, il y a quand même deux exemples en particulier qui me semblent particulièrement illustratifs. D'abord, alors j'ai envie de dire en géopolitique, ça c'est la quintessence de l'exemple, le pacte germano-soviétique du 23 août 1939 entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique de Joseph Staline. C'est quand même pas un pacte qu'on peut expliquer par une communauté, de positionnement politique ou idéologique ou d'alliance spontanée. Ça, c'est quand même le moins qu'on puisse dire. J'insiste sur les derniers termes d'alliance spontanée parce qu'en plus, quand on connaît bien l'histoire des relations internationales, on sait bien que les États allemands, pour dire globalement, on avait fait sur le Saint-Empire romain germanique, donc je dis bien les États allemands d'une part, et la Russie d'autre part, quelle que soit sa forme politique, il y a plutôt une tradition d'hostilité qu'une tradition d'alliance. Donc c'était un traité qui était doublement surprenant. Il faut renvoyer nos auditeurs à un certain nombre d'ouvrages qui évoquent les rencontres de Molotov et Ribbentrop pour qu'on se rende bien compte que là, quand même, c'est la quintessence de la démonstration qu'a priori, en termes d'alliance, tout est possible. Il y a un deuxième événement qui est moins souvent mis en avant, qui concerne d'ailleurs plus la zone de l'Asie, et qui s'est passé pendant la guerre froide, et que John Lewis Gaddis a raison de mettre en exergue, page 187 de l'ouvrage de synthèse qu'il a fait sur la guerre froide, parce qu'en réalité, c'est les combats qu'il y a eu entre l'Union soviétique et la Chine dans le courant des années 60. Et là où c'est intéressant, c'est que comme on est en pleine guerre froide, alors là, ça va encore plus loin, parce que non seulement on n'est pas dans le cadre d'une alliance qui serait fondée sur une communauté d'idéologie, mais on est même dans le cadre de combats sur deux États qui pourtant partagent la même idéologie, de surcroît, au moment de la guerre froide. Parce que pour dire clairement les choses, on a des combats qui commencent sur la rivière Ussuri. Alors en plus, ce qui est exceptionnel, c'est que ces combats se prolongent sur le fleuve Amour. Alors en français, ça donne d'ailleurs une dimension presque, interpellante de ce que peuvent être les relations géopolitiques. On s'affronte sur le fleuve Amour, donc là j'ai presque envie de dire en géopolitique tout est dit, et puis ça va quand même jusqu'à la frontière entre le Xinjiang et le Kazakhstan. Ça va tellement loin qu'il faut quand même ne pas oublier qu'à un moment les soviétiques, j'insiste, en pleine guerre froide, vont tester les Américains pour savoir s'ils ne seraient pas hostiles au fait qu'ils utilisent l'arme nucléaire pour vaincre les Chinois. Donc là, quand on rappelle ça, et ça encore une fois c'est quelque chose de très important, on voit bien qu'on est dans une logique vraiment classique et qu'il ne faut pas se méprendre sur la nature ou sur les fondements des alliances. D'ailleurs, pour finir sur cet aspect, je rappelle que ça va être les fondements de ce que j'appelle moi la doctrine Kissinger ou l'approche Kissinger. Kissinger, voyant ça, il a bien compris que malgré le fait qu'idéologiquement il y avait un socle commun entre l'Union soviétique et la République populaire de Chine, il avait une possibilité de s'appuyer sur la Chine pour pouvoir essayer de bloquer l'Union soviétique. J'attire votre attention sur le fait que dans le prolongement de ce qu'on est en train de dire, quand on avait fait une séance sur la raison, les objectifs des États-Unis en Ukraine, on avait bien dit que pour Kissinger, le retournement de sa propre doctrine en l'appliquant à l'identique, c'était d'essayer de désolidariser les Russes des Chinois pour essayer d'avoir une alliance plus forte. Donc là, c'est là où ce sont des relations classiques, car il faut bien avoir à l'esprit que ces alliances ne seront pas formulées par des identités communes en termes de choix politiques, mais par des identités en termes d'intérêts, et les intérêts peuvent varier. On le voit, donc la communauté d'intérêts, c'est ce qui va vraiment guider les relations géopolitiques. Ces communautés d'intérêts peuvent se lier, se figer, se pérenniser dans des traités ou des alliances. Or là, ça n'est pas le cas. On en vient au deuxième terme, c'est le terme informel. Oui, et alors ça, c'est très très important à souligner parce que ce qu'on peut remarquer pour ces 4 pays, c'est qu'effectivement, vous avez eu raison tout à l'heure, une tentation un petit peu, à la fois par facilité d'esprit et pour répondre à la réalité de la situation, que d'évoquer des tandems. Mais en réalité, on n'est pas dans cette situation-là, on en a quelque chose d'assez informel, avec très peu de... Il n'y a pas de traité d'alliance militaire, d'interventions qui sont promises le cas échéant, et on voit bien, c'est peut-être un point sur lequel on vient en conclusion, que vient spontanément à nous s'imposer l'image de la triple alliance et de la triple entente en 1914, dans lequel il y avait une telle imbrication d'alliances qui était d'ailleurs tellement poussée que le moindre événement pouvait amener au fait que, même s'il pouvait paraître relativement circonscrit au départ en termes de zone géographique et en termes de logique politique, comment ne pas penser à l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand le 28 juin 1914 à Sarajevo, on déboule de fait sur ce qui va venir, c'est-à-dire une première guerre mondiale. Donc là, on n'est pas du tout dans cette configuration-là, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas véritablement de liens qui sont tissés. Alors,
j'entends spontanément des objections qui pourraient être formulées à l'endroit de notre échange, en évoquant notamment le Quad, qu'on a vu l'occasion, là aussi, d'analyser ensemble dans une séance qui était consacrée au Quad et à l'AUKUS. L'intitulé d'ailleurs de la séance, ou l'interrogation de la séance, portait sur le fait de savoir si aujourd'hui on repartait vers un monde d'alliance. D'ailleurs, donc je trouve que ce titre est assez intéressant. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on constate? D'abord que le Quad, c'est assez disparate. Il y a les États-Unis, il y a l'Inde, il y a l'Australie, il y a le Japon. Donc là, on est sur une zone géographique qui est beaucoup plus étendue. Bon, première remarque. Deuxièmement, la vocation du Quad, elle a un objet unique. C'est plutôt, on va dire, une sorte de résistance envers la Chine. Donc on n'est pas du tout dans des logiques qui intéresseraient par exemple l'Inde, le Pakistan, ou avec lesquelles l'Iran pourrait venir interférer. Donc on voit bien que là, on a affaire à quelque chose, encore une fois, d'assez lâche d'ailleurs, puisque ça ne sont que des conventions. Donc on ne peut pas dire qu'on soit dans une logique de la triple entente ou de la triple alliance de 1914. Et puis alors, on pourrait m'objecter dans la continuité, une deuxième remarque, qui serait les BRICS. Mais en fait, c'est un exemple qui ne fait qu'abonder en ce qu'on est en train de dire, parce qu'on ne manquera pas de faire remarquer d'ailleurs que si on a commencé par évoquer qu'il y avait des zones de friction, on va les appeler comme ça, entre la Chine et l'Inde sur les frontières, ils se retrouvent tous les deux dans les BRICS. Donc on voit bien qu'on se retrouve dans une situation où ces deux pays ont l'air d'avoir un certain nombre de points d'entente d'un point de vue macroéconomique, avec en même temps des divergences qui seraient d'ordre politique, militaire ou géopolitique. Et d'ailleurs, les BRICS ne prévoient pas plus d'intervention systématique d'un point de vue militaire. Donc effectivement, on est sur quelque chose quand même de relativement informel, ce qui laisse la place à un certain nombre d'évolutions. Ce qui nous amène au caractère 3 et au caractère 4 que vous aviez associé. Le caractère mouvant, c'est peut-être historique, c'est-à-dire l'évolution dans l'histoire, et le caractère polymorphe. Et là, on est sur des multiples visages qui sont présentés au même moment selon les intérêts divergents. Donc, mouvant et polymorphe. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, là, il y a effectivement deux caractères, d'ailleurs, dont on voit bien qu'ils se nourrissent l'un l'autre. Et d'une part, mouvant et polymorphe, je vais expliquer, et qu'en plus les deux sont à la fois cause et conséquence du fait qu'on est sur des liens qui sont informels, puisqu'on voit bien que c'est difficile de figer une situation qui a l'air de beaucoup évoluer, et de même que les situations qui évoluent ne permettent pas qu'on fasse des alliances. Donc on voit bien qu'il y a une interaction. Alors, vous avez raison de rappeler d'abord peut-être le terme de mouvant. Et c'est celui-là par lequel je vais commencer, puis ensuite, si vous le voulez bien, arriver sur le terme de polymorphe. Alors, il y a deux démarches qui sont possibles sur le terme de mouvant, et que je vais m'efforcer de mettre en place l'une derrière l'autre. D'abord, une démarche historique, puis ensuite plutôt une démarche de prospective. Et alors, là, il y a un exemple qui me paraît révélateur plus que tout autre, pour montrer à quel point là aussi, dans l'histoire des relations internationales géopolitiques, les alliances, c'est souvent des phénomènes qui étonnent beaucoup les plus jeunes. Parce qu'évidemment, comme il y a moins de recul historique, c'est inhérent à l'âge, on ne peut pas les blâmer, il peut y avoir une tendance qui laisse à penser qu'une fois qu'une alliance est prise, elle est intangible. Là, il y a un exemple qui me semble particulièrement révélateur et qu'on peut retrouver grâce à André Fontaine dans son ouvrage « L'un sans l'autre », notamment au chapitre 12, « Tant de feux à éteindre ». Et en fait, Olivier qui parle de l'histoire du Liban des années 50 jusqu'à la fin des années 70, au début des années 80, avec la multitude malheureusement des guerres civiles. Et pourquoi penser à ce chapitre en particulier? Parce que là, il y a une imbrication et un enchevêtrement d'acteurs. Voilà la similitude. Dans une zone géographique circonscrite qui montre quoi? Que bien sûr, on a des combats qui sont inhérents à la société libanaise et à la situation politique de la société libanaise, mais que ce qui est assez intéressant comme exercice que fait André Fontaine, c'est qu'il montre donc qu'il y a des logiques d'alliance, puis des alliances qui se défont. On sait bien que dans cette guerre civile, il y a des groupements qui se sont faits, puis des groupements qui se sont défaits ou qui se sont recomposés. Seulement, ça a des incidences. Ça a des incidences sur les puissances locales que sont la Syrie et que sont Israël. Et comme on est en pleine guerre froide, en surplomb, le positionnement des grandes puissances que sont respectivement les États-Unis et l'Union soviétique. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que parfois,
il suffit d'un changement d'alignement, de positionnement d'un certain nombre d'organisations militaires libanaises pour qu'ensuite il y ait un rééquilibrage ou un réajustement, vous connaissez ça évidemment très bien, des puissances locales qui se réajustent par rapport à ces évolutions parce qu'en fait elles y ont intérêt, de même que les grandes puissances voyant et l'évolution de la situation propre au Liban et leur repositionnement respectif, donc alors après de l'Égypte, du royaume de Jordanie, de la Syrie, enfin de l'Irak, etc., sont obligés de se réaligner. Donc en fait, on voit bien que ce qu'il faut bien comprendre là, il y a une dynamique. C'est pas quelque chose de définitivement arrêté, qu'on peut inscrire dans le marbre et qui, une fois que c'est mis en place, est juste pour un temps très très long, parce que ça subit le choc d'un certain nombre de logiques qui sont propres à évoluer, et donc on a des retournements qui se mettent en place. Ça, c'est très très important à avoir à l'esprit. Et ça, c'est un exemple qui est malheureusement très révélateur. Alors ensuite, il y a une deuxième démarche, et là je serais plutôt dans la prospective, qui va nous aider à comprendre le fait que ça puisse être mouvant. Parce que d'abord, il faut bien comprendre que la prospective, c'est un exercice essentiel en géopolitique. Et là, il y a un exemple d'un ouvrage qu'a mis en place François Hesbourg en septembre 2024, Un monde sans l'Amérique, parce que justement, dans son chapitre 8, qui est intitulé Chronique d'un monde sans alliance. Là aussi, le titre n'est pas neutre, parce qu'il a l'air de surenchérir sur le fait que c'est plutôt la période dans laquelle on a l'air de rentrer. Il fait des scénarios. Il fait différents scénarios. Alors allons-y, à son invitation, à notre tour, faisons des scénarios. Est-ce que quelqu'un peut me garantir aujourd'hui que dans le cadre d'un affrontement entre la Chine et les États-Unis, on voit bien dans la perspective a fortiori de Taïwan, l'Inde suivrait forcément les États-Unis, quand bien même elle fait partie du Quad. Deuxième scénario, est-ce qu'on peut totalement être convaincu que dans l'hypothèse d'un retour de tension dont on a vu qu'ils sont récurrents entre l'Inde et le Pakistan, la Chine suivrait forcément le Pakistan, si ce dernier, en même temps, est en train de créer des troubles politiques en Afghanistan, ou si ce dernier est en train de faire une prolifération nucléaire envers d'autres pays, point sur lequel on sait que les Chinois sont totalement opposés. Enfin, dernier scénario qui nous amène particulièrement sur la situation actuelle, comment l'Inde doit-elle penser les évolutions que connaissent l'Iran aujourd'hui? Pour être encore plus transparent, comment l'Inde doit-elle se positionner face au bombardement que connaît l'Iran et au bouleversement militaire que connaît l'Iran au Proche-Orient, sachant que ils peuvent, suivant qui vont être dans la critique ou dans la mesure, être en train de perdre ou de gagner un allié potentiel dans la perspective par rapport au Pakistan. Donc on voit bien là, tant me semble-t-il d'un point de vue historique qu'en termes de prospective, que d'une part, le fait qu'il y ait une dynamique et d'autre part, le fait que les scénarios puissent se démultiplier, qu'effectivement, on est sur quelque chose qu'on qualifiera de pas totalement stable. Donc, en fait, ça nous amène maintenant sur polymorphe. Et là, on a une dimension supplémentaire. Parce que non seulement ça peut changer, mais alors en plus, ce qui est très perturbant, en général pour nos étudiants, c'est qu'il peut y avoir des projections, des alignements qui sont totalement différents selon les sujets qui sont abordés, ce qui veut dire que de façon concomitante, on peut avoir sur un certain nombre de dossiers, pour dire clairement les choses, des pays qui se rapprochent, et puis qui sont plutôt en train de s'éloigner, voire de s'opposer sur d'autres dossiers. Et alors là, je vais peut-être passer par un exemple ou une référence plus culturelle. C'est un film de 2007, La guerre selon Charles Wilson, qui est un film en partie, on va dire, basé sur la réalité. Quand même, faut quand même bien rappeler les choses. Et on rappelle que c'est l'action qu'un Américain aurait entrepris pour financer la résistance afghane dans le cadre du soulèvement des Moudjahidines entre 1979 et 1988. Je remets en perspective en Afghanistan. Et là, il y a une ou deux scènes qui sont exceptionnelles. Si on veut se convaincre davantage de situation polymorphe, parce que je rappelle qu'on est une dizaine d'années après la guerre du Kippour, quand même, entre Israël et l'Égypte. Et là, vous avez une rencontre improbable, surnaturelle, entre la CIA, le Mossad, les services secrets israéliens, les services secrets égyptiens, appuyés par les services secrets d'Arabie Saoudite et du Pakistan. Pourquoi ? Parce que dans ce moment-là, sur cette question en particulier, ils ont tout simplement intérêt à collaborer
pour lutter contre l'Union soviétique qui est en Afghanistan, alors que je vous prie de croire que quand on écoute bien la déclinaison des pays que je viens de citer, qu'on se rappelle qu'on est en guerre froide et qu'en plus il y a eu les 4 conflits israélo-arabes, le fait que de dire que tout d'un coup, dans une même pièce, j'invite nos auditeurs à regarder le film parce qu'en plus ça se fait ça se fait le soir dans un bar au Caire. Enfin, c'est quelque chose de... C'est exactement ça, d'ailleurs. Donc on se retrouve avec les Américains, les Israéliens, les Égyptiens, les Saoudiens pas loin. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est assez facile, finalement, de le synthétiser. La communauté des hostilités, c'est vraiment le meilleur ciment des alliances, fussent-elles ponctuelles. Donc on a envisagé 4 caractères, je les rappelle, classiques, informels, mouvants et polymorphes. Et à cela s'ajoute un 5e, à la fois additionnel, mais qui vient apporter quelque chose de plus. Eh bien, je vous laisse l'énoncer, Fabrice. Volontiers, c'est volatile. Et volatile, c'est pas une caractéristique si positive que ça, parce qu'on mesure bien l'idée d'instabilité dangereuse dans ce qu'on est en train de dire. Alors, il y a 3 conséquences, me semble-t-il, qui sont importantes à adjoindre à ce terme, et ce terme étant lui-même une synthèse des 4 précédents, peut-être pour conclure notre séance, si vous voulez bien. La première chose, c'est qu'effectivement, faut pas se tromper, on a affaire à des relations entre l'Inde, le Pakistan, la Chine et l'Iran qui s'inscrivent effectivement dans quelque chose de relativement classique. Ce qui me paraît important à comprendre, c'est que donc, ça a spontanément la logique que d'être mouvant, mais qu'en plus, il y a un autre aspect qu'on n'a pas encore totalement mis en avant, c'est que ça peut se réarticuler suivant l'évolution respective des puissances. Si on se rappelle l'ouvrage de Paul Kennedy, Naissance et déclin des grandes puissances, on sait bien que les puissances n'ont pas vocation non plus à être intangibles ou éternelles. D'abord, elles peuvent changer de nature, c'est-à-dire qu'elles peuvent passer de puissance économique à puissance militaire ou conjuguer les deux. C'est des choses qu'on avait déjà vues par ailleurs dans d'autres séances. Elles peuvent plutôt être en phase ascensionnelle, être au sommet ou plutôt en déclin. Pourquoi est-ce que ça a une importance? Parce qu'on voit bien qu'en réalité, suivant ces évolutions de puissance, il peut y avoir des rééquilibrages ou des réalignements de puissance entre elles. Donc là, c'est déjà la première logique qui voudrait que ça soit volatile. Ensuite, il y a une deuxième question qui se pose à nous, c'est le fait d'essayer de savoir si l'ensemble de ces caractéristiques nous rapproche plus d'une stabilisation ou d'un danger, ou d'une perspective d'affrontement. Et là, dans mon esprit vient particulièrement le trait de caractère informel. Parce que, évidemment, on l'a évoqué tout à l'heure, la référence de 1914, c'est la Triple Alliance, et c'est la Triple Entente, dont beaucoup considèrent qu'elles ont été la mécanique essentielle de la Première Guerre mondiale. On pourrait faire remarquer 2 choses. C'est pas forcément aussi évident que cela, parce que quand on reprend un ouvrage de Christopher Clark, Les Somnambules, et T14 sur le déclenchement de la guerre, qu'est-ce qu'on remarque en particulier? C'est que ces pays et ces nations veulent faire la guerre. Que les peuples pétris de nationalisme et emportés par un tourbillon de nationalisme veulent faire la guerre. Et d'ailleurs, on a dans la continuité historique un événement qui vient un petit peu, amoindrir ou contredire cette grille de lecture unique. Parce que l'Italie ne rentre pas en guerre en 1914, malgré le fait qu'elle soit membre de l'une de ces 2 alliances, et non seulement elle va rentrer en guerre qu'en 1915, mais en plus elle va rentrer en guerre contre les pays contre lesquels elle est alliée. Donc la systématisation de l'idée qui voudrait que des blocs d'alliances amènent nécessairement à un conflit, là me semble devoir être nuancée. Et il y a une deuxième nuance qu'on pourrait ajouter en termes de perspective, c'est qu'il y a eu l'OTAN et le pacte de Varsovie en pleine guerre froide, avec quand même de même qu'il y a eu l'OTAS en Asie du Sud-Est, avec des imbrications qui étaient très étroites, et ça n'a pas amené le déclenchement d'une Troisième Guerre mondiale. Ce que je suis donc clairement en train de dire, c'est qu'il ne faut pas se baser sur le fait de savoir si ces alliances sont structurées ou informelles pour essayer d'anticiper le fait de savoir si on serait plutôt dans une situation apaisée ou plutôt dans une situation de montée des tensions, parce que je pense que ça, en fait, ça ne sera pas forcément révélateur. Mais par contre, il y a un 3e point. Et un 3e point qui va m'amener à mettre en place une 6e caractéristique, en fait, qui me paraît essentielle.
c'est que si ces relations sont volatiles, elles sont surtout hautement inflammables. Et pourquoi sont-elles hautement inflammables? Parce qu'on reste dans la zone la plus importante du monde, dans laquelle, de surcroît, on voit bien que les puissances sont en train de monter en capacité et en compétence. Excusez du peu déjà, quand on dit la Chine et l'Inde. Et là, il y a un auteur, Pierre Grosser, qui a un ouvrage qui est particulièrement intéressant parce qu'il attire notre attention sur le fait que l'histoire du monde se fait en Asie. Et d'ailleurs, quand on montre cet ouvrage, on voit bien qu'il y a un sous-titre, une autre vision du XXe siècle. C'est très intéressant parce que ça remet en perspective une grille de lecture occidentale assez classique. J'aimerais conclure ainsi en faisant remarquer que si c'est vrai au XXe siècle, c'est encore plus vrai au XXIe siècle, a fortiori avec l'enjeu clé de Taïwan. Voilà quelque chose dont je pense qu'il faut que nos auditeurs se rappellent. C'est donc une région du monde qui est traversée par de nombreuses dynamiques, qui est une région centrale et qu'il ne faut donc surtout pas oublier, malgré le fait que parfois l'actualité géopolitique entraîne notre regard ailleurs. Bien Fabrice, je vous propose de nous reconcentrer sur cette région en élaborant d'autres scénarios à l'avenir. On n'y manquera pas, j'en suis sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.